Les éditions Sixtrid présentent Dernier jour à Berlin de Harald Gilbers, interprété par Olivier Martineau. Première partie. Le feu. Berlin, vendredi 20 avril 1945. 12 jours avant la capitulation des troupes berlinoises. Durant les 6 dernières semaines, son monde s'était réduit à un espace d'environ 100 mètres carrés. Mais Oppenheimer avait appris à s'en contenter. L'horizon n'était plus qu'un triste mur passé à la chaux, tandis que le ciel était constitué d'une voûte de briques soutenue par des piliers de fer. Au-dessus de cette coupole protectrice, une tempête de feu faisait rage. Le sous-sol de la brasserie abandonnée n'avait pas été conçu pour servir d'abri anti-aérien à des sans-logis comme Oppenheimer et sa femme Lisa. Pourtant, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de s'y réfugier. Ils avaient improvisé un coin cuisine sous un soupirail, mais malgré leurs précautions, la fumée et les odeurs de nourriture n'avaient pas tardé à couvrir les relents âcres de bière. À présent, l'air était à couper au couteau. Dans le firmament d'argile qui s'étendait à une dizaine de mètres au-dessus d'eux, n'apparaissait ni soleil ni étoile. Même si les aiguilles de la montre d'Oppenheimer trottaient encore, le temps avait perdu toute signification. Seuls quelques indices permettaient de deviner qu'au-delà de la cave, les jours continuaient de se succéder. Par moments, une clarté diffuse se glissait par les soupiraux, et quand les lampes du plafond s'allumaient, on pouvait être sûr que le jour se levait. Oppenheimer ne les avait pas éteintes, car le courant n'était rétabli que de manière sporadique. En général, la centrale électrique de la capitale ne fonctionnait qu'à l'aube. Le soir, c'était l'heure des sirènes, dont on entendait les hurlements jusque dans la cave. Elles retentissaient pour annoncer le raid quotidien des avions alliés à la faveur de la nuit. Les fondations de la brasserie ne tarderaient pas à trembler de nouveau sous les bombes. Mais Oppenheimer se sentait plus en sécurité entre les tonneaux de bière qu'au milieu d'une foule effrayée dans un bunker public. Et l'endroit était un bien meilleur abri que la cave de la maison juive, où on l'avait forcé à vivre durant de longues années. Les alarmes et les bombes n'étaient pas les seuls bruits témoignant de la guerre. Depuis plusieurs jours, le vent d'Est portait des grondements d'artillerie. Même si Oppenheimer avait hâte d'être délivré du joug national-socialiste, la perspective de voir Berlin transformé en champ de bataille lui faisait peur. Sans radio, il n'avait plus aucun moyen de savoir ce qui se passait sur le front. Ce matin-là, il y avait du courant, et la lumière artificielle des lampes l'avait réveillé. Près de lui, Lisa dormait encore. On distinguait à peine les contours de son corps, car elle était enveloppée elle aussi dans des couvertures pour se protéger du froid humide. Ils avaient agencé un lit branlant, constitué de caisses en bois, pour éviter de coucher sur le sol de béton. Oppenheimer se redressa sur ses coudes. Puis, quittant son grabat constitué de plusieurs couches de haillons, il frotta son dos endolori en grimaçant. Aussitôt, le froid s'insinua sous sa veste, et un frisson lui parcourut l'échine. Drapé dans sa couverture, Oppenheimer s'approcha du feu agonisant pour remettre du charbon. Une fumée âcre lui piqua les yeux, mais la sensation de chaleur le fit soupirer d'aise. Durant l'une de ses inspections, il avait trouvé le précieux combustible dans la chaufferie de la brasserie. Il dut se retenir pour ne pas jeter plusieurs morceaux dans le feu renaissant. Malgré le froid, il devait se chauffer avec parcimonie. Il serait contraint de rester dans ce refuge jusqu'à la reddition de la ville. Et Dieu seul savait combien de temps dureraient les combats. Tout à coup, croyant percevoir un bruit, Oppenheimer tendit l'oreille.
C'était pourtant impossible. Ils étaient seuls ici. La porte du sas était fermée à clé et elle grinçait sur ses gonds. Si quelqu'un s'était introduit dans la cave, Oppenheimer l'aurait forcément entendu. Là, de nouveau, il ne s'était pas trompé. Une sonnerie stridente de téléphone retentissait. Assourdie par les imposants tonneaux de la brasserie, elle semblait provenir du fond du sous-sol. « Téléphone », grogna Lisa machinalement. Prenant soudain conscience de l'absurdité de la situation, elle se redressa avec surprise et s'enveloppa encore plus étroitement dans ses couvertures. Oppenheimer était lui aussi étonné. Toutefois, il n'aurait su dire ce qui le déconcertait le plus, qu'il y ait ici un appareil téléphonique ou qu'une personne ait précisément choisi d'appeler ce numéro. Se laissant guider par le signal sonore, Oppenheimer ne tarda pas à découvrir un téléphone mural, derrière l'un des fûts. Vu la pénombre constante qui régnait dans la cave, ce n'était pas étonnant qu'il ne l'ait jamais remarqué. Mais avant qu'il n'ait le temps de décrocher le combiné, la sonnerie cessa. Quelques instants plus tard, il entendit les pas de Lisa. Il sentit le regard de sa femme se poser sur l'appareil. « À ton avis, qui était-ce » murmura-t-elle avec angoisse. Oppenheimer n'en avait aucune idée. Manifestement, quelqu'un s'intéressait à la fabrique de bière et à sa cave. Ami ou ennemi ? Lisa sembla elle aussi sentir le danger. « Nous ne devrions peut-être pas répondre, suggéra-t-elle. Sinon, ils sauront que nous sommes ici. » Bien sûr, la personne qui avait appelé pouvait être du SD ou de la Gestapo. Mais il paraissait peu probable que les limiers du régime nazi recherchent par téléphone les juifs clandestins comme Oppenheimer. Perplexe, il se racla la gorge. Et si c'était Ed ? En principe, il est le seul à connaître ce numéro. Comme pour se convaincre de cette hypothèse rassurante, il hocha la tête. Ed. Ce ne pouvait être que lui. Après tout, c'était le truand qui les avait cachés dans la brasserie. Le mastard, comme on le surnommait dans le milieu, était le seul à savoir qu'il y avait quelqu'un dans ce sous-sol. « Si Ed cherche à te joindre, ce doit être important, » commenta Lisa. « Dans ce cas, il va certainement rappeler. Mais... » Oppenheimer ne put achever sa phrase, car au même moment, le téléphone se remit à sonner. Hésitant à décrocher le combiné de sa fourche, il décida finalement de se présenter sous un faux nom. Si c'était Ed, le gangster reconnaîtrait sans peine la voix de son interlocuteur. Après une longue inspiration, il souleva le combiné. « Ici Schultz ?» Un vacarme d'enfer jaillit de l'écouteur. À l'autre bout de la ligne, des hommes riaient et hurlaient de joie. « Allô ? Qui est à l'appareil ?» demanda Oppenheimer. Soudain, un inconnu cria « Ivans Dias !» La voix rauque proféra ensuite une série d'imprécations en russe. Oppenheimer ne comprit pas grand-chose, seulement qu'il était question de tuer la bête fasciste. Dans les années 20, beaucoup d'émigrants fuyant l'URSS s'étaient installés dans les quartiers de Charlottenburg et Schönberg. L'ancien commissaire avait alors grappillé de ci de là quelques mots de russe lors de ses enquêtes. L'homme conclut son torrent d'invectives par un « schmertnadiskomu vragu ». De toute évidence, il réclamait la mort de tous les nazis. Instinctivement, Oppenheimer raccrocha. Cette voix menaçante ne laissait présager rien de bon. Lisa le dévisagea d'un air interrogateur. Alors, Oppenheimer sentit sa gorge se serrer. Il déglutit avec peine, ne sachant que répondre. Que pouvait-il dire ? La veille, les sirènes avaient signalé une attaque de blindés ennemis. Le dernier acte de la guerre avait commencé. La ville serait bientôt mise à feu et à sang par les adversaires de Hitler. Ce qu'on murmurait tout bas depuis l'offensive hivernale de l'Armée rouge était devenu réalité. Le front de l'Est se rapprochait inéluctablement. Le colosse russe était en marche avec son impressionnante machine de guerre.
Désormais à quelques kilomètres de Berlin, il ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait atteint son objectif, le quartier gouvernemental. Comme Lisa le pressait du regard, Oppenheimer lâcha en haussant les épaules. Les Russes arrivent.